Chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue pour cette émission de Fréquence Orage d'Acier consacrée ce soir à une promenade en Provence avec Pagnol. Alors, je reçois ce soir deux de nos amis que vous avez déjà entendus à ce micro. Julien Lebel, que vous connaissez bien. Bonsoir. Et Adrien Charvet, que vous avez surtout entendu sur les questions de militantisme, mais aussi sur cette belle émission littéraire qu'avait été l'émission Paris Zéro, autour de ce projet, vous savez, on va dire post-apocalyptique dans Paris. Vous pouvez retrouver ça dans nos archives. Donc je vous invite dès maintenant à, si vous appréciez cette vidéo, à la liker. Je vous invite également à commenter au fil de l'écoute de cette émission. Je vous invite également à la partager sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou sur votre chaîne YouTube si vous en avez une. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Tipeee avec les différentes contreparties. Je vous invite à aller consulter notre compte Tipeee pour contribuer financièrement à la réussite de cette émission et à l'achat de matériel qui nous permettra de réaliser cette année une surprise en images et en couleurs. Alors, chers amis, je voudrais, avant qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet, je dirais dans le dossier de cette émission qui est la vie de Pagnol et son œuvre, peut-être qu'on resitue un petit peu ce qu'est la Provence, comment elle a pris forme, comment elle a pris la forme que Pagnol lui a connue, qui était d'une certaine façon sa forme idéale. D'abord, la Provence, le nom, évidemment, renvoie au latin, provincia, qui veut dire une zone qui a été vaincue, hein, une conquête de Rome. C'est en fait les régions méridionales de la France qui ont très tôt appartenu à l'Empire romain, tout simplement. Et de cette proximité avec l'Empire romain, justement, elle a conservé ce nom de province, de Provence, alors même qu'elle n'est qu'une parmi des dizaines, voire des vingtaines d'autres, ce qui montre un peu la place particulière qu'elle occupe dans la géographie de la Méditerranée. Hein, cette région est à la fois méditerranéenne, mais aussi c'est un arrière-pays, on en parlera au cours de cette émission. C'est surtout une province qui prolonge l'Italie romaine, à la fois par ses paysages, par sa lumière, par sa végétation, peut-être même aussi d'une certaine façon par sa population qui recoupe les mêmes, enfin des traits voisins, en tout cas sur le plan de la géographie humaine. Adrien. Oui, monsieur K, vous avez tout à fait raison. Elle la prolonge aussi par sa langue, tout simplement, puisque le provençal, tel qu'il était encore parlé à l'époque de Marcel Pagnol et tel qu'on peut encore l'entendre parfois dans certaines familles, est directement issu du latin. J'ai souvenir notamment d'une émission où Marcel Pagnol évoquait notamment la formule, par exemple, Kenovi, donc l'interjection qu'on se lance quand on se rencontre dans la journée et qui vient directement du latin quid novis. Et Marcel Pagnol le disait très bien, que lui, tout son amour de la langue latine, ça sera un très grand helléniste, un très grand latiniste, pardon, était directement issu de sa culture enfantine et de toutes ces vieilles personnes qui parlaient encore le provençal presque comme les latins du 1er siècle. Oui, parce qu'il faut le dire à nos auditeurs qui ne le savent probablement pas, mais vous êtes tous les deux des Provençaux. Vous, je crois, Julien, vous êtes plutôt du coin de l'arrière-pays, si je ne me trompe pas. Oui, aujourd'hui on est plus dans l'arrière-pays, dans le Vaucluse, mais ma famille vient de Marignane, donc là on est directement au bord de la Méditerranée. Quant à vous, Adrien? Moi, mes parents sont marseillais tous les deux, ils sont nés à 2 rues d'écart, et j'ai grandi dans le Vaucluse, à côté d'Avignon. Voilà, donc là, plutôt l'arrière-pays. Alors justement, je vous parlais de cette césure, finalement, de cette Provence entre la côte et l'arrière-pays, et c'est vraiment peut-être la grande démarcation, la chose qui structure vraiment cette géographie à la fois des paysages, mais surtout des paysages humains. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il reste de Provence authentique, c'est plutôt dans l'arrière-pays qu'on va le trouver, parce qu'il est peut-être un peu plus préservé que la côte. Encore que peut-être dans les ruelles sombres du quartier arménien de Marseille, on trouvera peut-être encore de cet esprit provençal, à n'en pas douter. Mais avant de revenir à Pagnol et à la quotidienneté de la vie dans la Provence d'aujourd'hui, je voudrais quand même revenir aussi sur ce qui a marqué cette Provence. Adrien vous parlait de ces locutions du quotidien, même jusqu'au début du XXe siècle, dans l'enfance de Pagnol, où l'on parlait presque comme du temps des Romains. Eh bien, un autre auteur, alors plus au nord, puisqu'il est ardéchois, le philosophe
Gustave. Le philosophe Gustave Thibon, qui racontait la vie à la ferme en Ardèche, et il racontait que la vie était plus semblable depuis les temps d'Hésiode jusqu'à son enfance à lui, qu'elle a plus changé entre sa jeunesse et sa maturité qu'elle n'avait changé en 5000 ans finalement, de vie finalement, toujours continuer sur ces travaux et ces jours dont parle Hésiode justement, qui se suivent et se ressemblent, et qui donne à ces terres de Provence un sentiment d'éternité, qui, je crois, plonge aussi ses racines dans la culture grecque. Parce qu'on va parler évidemment de cette Provence latine, on a commencé d'en dire un mot, mais la Provence, c'est aussi la présence grecque ancienne, en particulier dans la ville de Marseille. Peut-être, Julien, vous pouvez nous dire un mot de la présence grecque à Marseille. Je crois que le nom lui-même, Massilia, est le nom de la colonie grecque. C'est le nom, le nom même de Marseille vient de Massalia, qui est le nom de la colonie grecque, de je ne sais plus quelle cité d'ailleurs, qui a envoyé les surnuméraires coloniser les côtes de la Méditerranée. Enfin, quoi qu'il en soit, Maurras, qui est un contemporain, enfin, qui est un peu plus ancien, mais qui a connu quand même les mêmes choses que Pagnol, lui-même était très imprégné de cette culture grecque, à la fois dans son imaginaire, dans sa littérature, dans sa culture humaniste, dans sa culture classique, et aussi, je dirais, dans sa manière d'aborder la politique. Et je crois qu'il y a une manière provençale d'être au monde, qui est finalement une manière très méditerranéenne, très latine, disons-le, et qui renvoie probablement à ce soleil de midi dont parle Maurras dans un de ses ouvrages, et qui, je dirais, délimite les paysages qui, dès l'enfance, finalement, vont imprégner vos imaginaires. Moi, je sais qu'on en a souvent discuté, chers camarades, de vos expériences d'enfance dans ces terres provençales, et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'elles ont laissé en vous des traces profondes, comme elles avaient laissé finalement une empreinte très profonde aussi dans vos devanciers qu'ont pu être Maurras ou Moréas, le grand poète provençal, ou l'auteur de Mireille, la grande Odyssée provençale. Comment s'appelle-t-il déjà, Adrien? L'auteur de Mireille, c'est Mistral, voilà, c'est ça, Mistral. Mistral, l'Homère, dit-on, l'Homère provençal. Est-ce que vous-même, vous avez lu un peu de cette littérature? Est-ce que vous avez lu un peu de Moréas, un peu de Maurras, un peu de Mistral, Julien? Oui, bien sûr, j'ai lu un peu de Mistral, un peu de Maurras, notamment ses romans et ses nouvelles, qui sont un peu décevantes peut-être si on a une image assez fantasmée, c'est un Maurras sur le pinacle. Voilà, Maurras n'a jamais été particulièrement célébré pour ses romans, et évidemment aussi un peu de Pagnol. Je voulais revenir sur ce que vous disiez de Marseille, sur les origines de Marseille. On appelle Marseille la cité phocéenne, parce que effectivement Marseille est une ville très ancienne, et donc c'était d'abord un port marchand, un port grec, puis ensuite voilà a été colonisé par l'Empire romain, etc. Et en fait ça se ressent dans la ville, alors d'une manière très différente que Rome, qui est aussi une ville très ancienne où on voit l'empilement des siècles, mais on peut le voir aussi d'une certaine manière à Marseille. Même si malheureusement, je trouve que Marseille a très largement massacré son patrimoine et archéologique et même plus récent, puisqu'on continue encore à bétonner à Marseille, là où, remarquez à Paris maintenant, on rebétonne à nouveau. Mais pour ma part, je peux pas dire que je suis nostalgique du Marseille que j'ai connu étant enfant, parce qu'il était déjà crasseux et très sale. Mais il faut vraiment chercher loin pour trouver des vestiges archéologiques qui sont très peu mis en valeur aujourd'hui. Alors, moi, j'ai très peu fréquenté cette région. J'ai été plutôt du côté du Var, donc je connais assez peu la Provence. Est-ce que vous avez pu voir l'état de l'étang de Berre? Je pense à ça parce que l'étang de Berre, qui est près de, je crois, de Manosque, si je me trompe pas. Non, de Marignane. Pardon, près de Marignane, qui était une des zones où Maurras a beaucoup passé de temps. Il a écrit un livre qui s'appelle L'étang de Berre, qui d'ailleurs, je crois, est une réserve naturelle pour des oiseaux migrateurs. Enfin, je crois qu'il a ce genre de fonction depuis la plus haute antiquité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est profondément défiguré à la fois par des installations industrielles, des échangeurs d'autoroutes. Est-ce que vous pouvez faire un peu un point là-dessus? Oui, j'ai des souvenirs d'enfance où on se baignait dans l'étang de Berre quand j'étais tout petit.
Alors effectivement, il y avait déjà un paysage d'usine autour de l'étang de Berre, mais en tout cas, il y avait encore un peu de nature préservée et on pouvait se baigner dans de l'eau plutôt douce, voilà, à 2 pas de Marignane. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Je vous conseille pas de vous baigner dans l'étang de Berre. Moi, j'ai plutôt le souvenir inverse parce que j'avais des amis qui habitaient à la Vera, donc en zone Céveso, et à l'inverse, ils avaient les masques à gaz de toutes les tailles pour toute la famille en cas de et les pastilles d'iode à prendre en cas d'accident industriel. Je crois que l'étang de Berre, notamment sur la partie industrielle, va être profondément remanié dans les prochaines années et que comme toute la partie du port de Marseille est en train de connaître une profonde mutation vers une tertiarisation, etc., l'étang de Berre risque de suivre le même chemin. Alors ça sera probablement plus du Disneyland qu'un retour à l'antique, mais ça sera toujours mieux qu'en effet toutes ces cheminées et ces usines à pétrole qui défigurent le paysage depuis plus de 50 ans maintenant. Alors, ces industries sont installées là en raison de la proximité du port de Marseille. Je crois qu'en effet, de mémoire, c'est des raffineries en fait. C'est des raffineries qui en effet récupèrent le pétrole qui est acheminé directement depuis qui arrive à Marseille. Mais le port de Marseille ayant été absolument annihilé par les dockers de la CGT depuis 50 ans qui font des grèves pour un oui ou pour un non. La plupart des bateaux de transport notamment déportent directement leurs bateaux directement vers l'Italie parce que comme ils sont en grève à peu près un jour sur deux, c'était vraiment trop onéreux de parier sur le bon jour. Oui. Il y a des raffineries à l'étang de Berre et à Marignane depuis très longtemps, parce que mon grand-père me racontait avoir travaillé dans cette raffinerie avec son futur beau-frère. Donc voilà, c'est aussi une source d'activité de la région depuis très longtemps. Oui, alors ça nous renvoie un peu à l'économie marseillaise et à sa place particulière dans la Méditerranée. Marseille, on l'a dit, était un port depuis la Grèce antique. Ça me fait penser au livre de Braudel sur la Méditerranée, où justement il s'intéresse au temps long. C'est principalement dans cet ouvrage qu'il va développer cette approche de l'histoire dans le temps long. Marseille, ville antique, ville aujourd'hui qui doit vivre aussi, a été longtemps, je crois, le premier port d'Europe. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, je crois, au moment où les communistes ont mis la main sur le port, les diverses opérations de décommunisation de la ville de Marseille par je dirais la collaboration très active d'un maire comme Gaston Defferre, qui était aux mains de la CIA, qui était un très proche de Mitterrand, qui était d'ailleurs aussi l'auteur des lois de décentralisation, et qui était en fait un agent, plus ou moins un agent du Gladio français, qui ont essayé de casser les résistances communistes au plan Marshall, au déversement du plan Marshall par la ville de Marseille. Je crois que finalement cette guerre de tranchées entre les réseaux socialistes atlantistes d'une part et les syndicalistes communistes de l'autre ont fini finalement de tuer Marseille comme port d'importance en Europe, quoi. Tout à fait. De toute façon, la politique de Defferre était assez simple. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de privilèges qui ont été octroyés pour la paix civile et qui, dans une époque de prospérité, peuvent à la limite être supportables pour une économie normale, mais quand l'économie se rétracte, tout ça devient très compliqué. Le célèbre fini parti des égoutiers de Marseille qui ne doivent pas pointer à une heure fixe, mais qui en fait peuvent quitter le travail une fois qu'ils sont revenus à l'entrepôt. C'est-à-dire qu'en fait ils vous prennent une poubelle sur trois, ils en déversent la moitié au sol et puis ils ont fini leur journée à midi, quoi, au lieu de la finir à 4 heures. Mais ça laisse Marseille dans un état déplorable. J'ai souvenir de travaux qui ont duré des éternités, des cabanes de chantier qui restent pendant des années parce que les travaux n'avancent pas. Évidemment, toutes les mafias locales, le financement occulte, etc., qui ont fini de tuer Marseille et qui, en plus, avec on va dire une population bassement qualifiée, je crois que Marseille est une ville extrêmement pauvre, ont fini en effet de tuer l'économie de Marseille en chassant notamment les gens un peu plus riches dans les banlieues plus lointaines pour éviter le chaos du centre. Parce que je crois que la bourgeoisie s'est plus ou moins installée à Aix, hein, c'est ça, la bourgeoisie marseillaise habite à Aix.
Oui, effectivement, Aix, c'est beaucoup plus bourgeois. On peut juste dire un mot en passant, quand on parle de la mafia marseillaise, voilà, qui est plus à coup de corruption dans tous les sens avec les politiques, et l'OM, l'Olympique de Marseille, qui est évidemment mon équipe de foot, mais qui est là très largement impliquée dans toutes ces questions-là. Oui, on en parlera peut-être en deuxième partie d'émission. Je voudrais qu'on dise un tout petit mot, on peut peut-être le dire maintenant d'ailleurs, sur la présence des corsos marseillais, parce que je crois que c'est quand même un élément microclimatique qui explique énormément de choses. Alors, amitié à nos amis corses de l'île de Beauté. Je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'abbé de Ned, qui est de nos amis et qui est corse et qui nous mettra probablement en relation, je l'espère, avec des camarades de cette merveilleuse île de Beauté. Amitié aussi à nos camarades corso-marseillais et corso-provençaux, mais enfin, même si tous les corsos marseillais ne relèvent pas de ce genre de mœurs, de pratiques, et que bon, il y a des raisons historiques et des raisons ethnographiques qui expliquent, ils sont surreprésentés dans la criminalité marseillaise. Ils l'étaient en tout cas jusqu'à l'arrivée des Maghrébins, à qui ils ont plus ou moins délégué d'ailleurs beaucoup de basses œuvres, mais toute cette situation a quand même conduit ces transformations du mi-temps marseillais a quand même conduit à un moment donné à ce que Marseille soit devenu un vrai coupe-gorge et qu'on entendait parler tout le temps, tous les jours quasiment d'actes de violence à Marseille, de tirs à la Kalachnikov lors de visites de ministres. Enfin, Adrien. Juste sur la criminalité corso-marseillaise, un seul nom, Guérini. Le clan Guérini, Pepe Guérini, et les mauvaises langues disent que le Guérini, qui s'est lancé en politique il y a quelques années, s'est lancé en politique parce qu'il était trop bête pour les affaires, et que comme il n'avait même pas son certificat d'études, c'est le seul métier où il pouvait à peu près réussir. Oui, parce que j'avais une question justement sur ces Guérini. Est-ce que c'est les mêmes que les Guérini de la mafia, ou c'est... C'est les mêmes, c'est la même famille, de père en fils et d'oncle en neveu. D'ailleurs, oui, juste pour un petit rappel, parce que c'est intéressant, les Guérini ont pris la ville de Marseille, en s'adossant évidemment à toute la communauté corso-marseillaise au lendemain de la guerre, parce qu'ils avaient plus ou moins donc traficoté du marché noir, et donc ils ont pu se faire passer pour des résistants. Encore qu'ils ont probablement dû faire dérailler des trains, et peut-être aussi prendre part à des exécutions de jeunes officiers allemands, comme me l'a raconté un camarade lyonnais, qui nous avait raconté la libération de Marseille par les époux Aubrac. Visiblement, c'était pas une partie de plaisir. Et visiblement, l'uniforme allemand ne vous garantissait absolument pas le respect de la Convention de Genève. Mais je crois qu'avant-guerre, il y a eu une autre famille dont le nom m'échappe, qui elle était du côté du PPF, mais qui était aussi des corsos marseillais et qui avait mis la ville eux aussi en coupe réglée et qui était en concurrence justement avec les Guérini. Et en fait, d'une certaine façon, chacun a pris son camp dans l'axe ou les alliés pour régler finalement des comptes de coin de rue, quoi, des comptes de souteneurs, de machines à sous et ce genre de choses. Alors ça m'amuse. Alors on va pas s'arrêter qu'à Marseille, on va parler de la Provence, mais dans un livre que j'avais lu justement sur les parrains corses, il y a un long développement sur la situation de Marseille pendant la guerre et le projet qu'avait l'occupant allemand de nettoyer le quartier du Panier. Il voulait mais vraiment raser le quartier et virer tout le monde, virer les prostituées, les macros, les machins, détruire le Panier, parce qu'il qualifiait, l'occupant allemand qualifiait Marseille de chancre de l'Europe. Adrien. Ils l'ont fait un peu, puisqu'en 1943, ils ont dynamité la moitié du Panier. C'est une destruction qui a duré 3 jours. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a tout un côté du Vieux-Port qui est complètement défiguré par des constructions des années 50. Puisqu'en effet, le Panier étant considéré comme un repère de résistants et en effet et c'était le cas en effet de prostituées, de petites gens, ils ont fait un nettoyage par le vide, c'est-à-dire qu'ils ont évacué tout le monde, ils ont tout dynamité pendant 3 jours. Ouais, bon, ça c'est un épisode un peu amusant de l'histoire de Marseille dans les années noires, parce que évidemment on imagine cette Marseille au cœur de la guerre, qui était toujours des moments de fête et tout, donc ça devait ressembler un peu à la prohibition, quoi. Ça devait être un moment Nutella. Alors revenons un peu plus en arrière, revenons un peu sur les sources de ce que va être l'environnement culturel, intellectuel et je dirais même mental, l'imaginaire mental d'un auteur comme Pagnol. Ça va être le mouvement des faits libres. Le mouvement fait libre, ça va être ce mouvement de renaissance de la langue provençale, des langues méridionales, puisque il y a des faits libres, je crois, jusqu'au Béarn, avec des branches finalement
pour tous les parlers d'oc qui prospéraient avec des revues, des revues où il publiait à la fois de la littérature, de la poésie, des essais, je veux dire des essais linguistiques, etc. Il faisait aussi des publications d'articles de linguistique, tout simplement. Et chacun, finalement, essayant de ressusciter son parler local. Alors, je parle pas de patois parce que pour l'essentiel de ces langues, ce sont les langues romanes, avec toute la complexité et la richesse qui font une langue et non pas un sous-groupe linguistique avec, je dirais, une sorte de dégradation d'une langue, d'une langue dans sa plénitude qu'on appelle patois. C'est une langue à part entière, le provençal, un peu comme le catalan ou comme certains parlers romans, par exemple, de la Suisse. Ou comme le roumain, tout simplement, c'est une langue romane qui a sa dignité, qui a sa capacité, je crois, à traduire des pensées complexes et à faire accéder à l'universel. Est-ce que vous-même, messieurs, vous avez pu fréquenter cette langue, que ce soit dans vos foyers ou au moins, je dirais, dans le voisinage, lorsque vous viviez dans cette Provence? Alors moi, je la parle. J'ai certaines expressions provençales qui me viennent naturellement. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu quelques problèmes à me faire comprendre, parfois notamment à l'école, parce que j'avais des expressions qui, pour moi, me paraissaient tout à fait françaises et qui, en fait, sont tout à fait provençales, voire marseillaises. Mais je ne la parle pas directement. Mon père a passé le provençal au bac, à une époque où ça se faisait encore, je crois, un petit peu. Je crois que mon grand-père le parle un petit peu, mais j'avoue que au-delà de quelques expressions, je ne la parle malheureusement pas. Non, j'ai pas eu non plus un contact vraiment vivant avec cette langue. Voilà, à part quelques expressions ou quelques mots assez typiques de cette région. Alors, je disais un mot du Félibre. Le Félibre a été aussi, le mot Félibrige a été, à un moment donné, un carrefour, on va dire, entre la politique et le culturel, puisque cette renaissance des parlers des langues d'oc a aussi été l'occasion pour toute une génération au tournant du siècle, du 19e siècle, à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e, de s'intéresser à la question du fédéralisme. Et c'est par le fédéralisme, en fait, que Maurras va venir progressivement à la monarchie. Je crois que c'est l'exemple le plus éloquent. Mais enfin, je crois que dans cette mouvance en général, les idées étaient plutôt réactionnaires, plutôt très conservatrices, très patriotes, un peu cloche-merle, on peut le dire, un peu cocardière aussi. Donc, ce mouvement a aussi un intérêt, je dirais, il a coloré tout un pan de la population française dans sa manière d'aborder la politique nationale. Je pense que malgré tout, il serait faux de placer Pagnol dans le mouvement Félibre, parce que justement, lui a redécouvert en fait la Provence en ayant quitté Marseille depuis quelques années et en écrivant pour s'occuper une petite pièce typiquement provençale qu'il voulait proposer à l'Alcazar, donc qui est un des grands théâtres de Marseille, et qui en fait le patron, le directeur de l'Alcazar lui a dit non, c'est de la folie, je peux pas présenter ça à l'Alcazar, c'est une pièce pour Paris. Et il lui-même me disait, mais c'est complètement... Donc évidemment, cette pièce était Marius, qui aura le succès que l'on connaît. Et Marcel Pagnol dira, mais personne va comprendre à Paris. Il y a des expressions d'ici, les gens parlent avec l'accent, etc. Et en fait, paradoxalement, ce qui était au départ une pièce de pure distraction, va devenir la coqueluche de tout Paris, et finalement va devenir ce qu'on va retenir de Pagnol, alors qu'il a écrit d'autres pièces. Alors certes, tout aussi typique parce qu'il aura compris le filon et que c'était un commercial avisé, mais ces premières pièces n'étaient pas du tout ancrées dans la Provence, voire même étaient même très parisiennes. Je pense notamment à Topaz, par exemple, ou à Jazz, qui sont des pièces qui n'ont strictement rien à voir, qui sont plus liées à l'enseignement qu'à la Provence. Oui, en fait, on peut dire que Pagnol est un auteur de langue française. C'est un auteur provençal de langue française. Alors, il y a une coloration dans beaucoup de ses œuvres provençales, mais en effet, il est décalé par rapport à ce mouvement Félibre qui est vraiment en fait un mouvement de réenracinement dans la langue, dans l'histoire, et même dans la grande histoire de la Provence, et de l'ensemble d'ailleurs des provinces méridionales, puisqu'il s'agissait d'une certaine façon de ressusciter la culture gréco-latine, de ressusciter toute cette culture de l'Empire, en fait, qui se maintenait dans les humanités. C'est évidemment, on a, je crois, affaire, comme tu le dis justement, affaire à autre chose, mais enfin, on sent quand même une imprégnation de ce renouveau provençal
dans ses œuvres de fiction. Et alors évidemment, il y aura ce regard très parisien, même je crois le succès des films, alors récents, le mot est un peu exagéré, les films qui ont 25 ans maintenant, d'adaptation de Le Château de ma mère, La gloire de mon père au cinéma, des romans de Pagnol. Ce succès, je crois, renouvelle finalement le succès initial de ces pièces, qui sont non seulement un succès, je pense, d'expatriés provençaux à Paris, mais très largement au-delà de ça, je dirais, le succès j'aime pas le mot folklore, mais disons, du caractère typique, un peu comme ce qu'avait essayé de faire, d'ailleurs, dans un genre tout à fait touristique, Mérimée, par exemple, avec la Corse. Alors, je suis assez. Enfin, La gloire de mon père, Château de ma mère ne sont pas des pièces, hein, ce sont Oui. la mise en film Oui. de ces souvenirs d'enfance. Mais je pense qu'il y a en effet un côté un peu image d'Épinal. Alors, moi, j'avoue que c'est des films qui sont sortis à peu près un an avant que je quitte la Provence. Donc, c'est des films qui m'ont collé au basque dans mon imaginaire enfantin, parce que je me suis vraiment identifié au jeune Marcel qui découvre les collines et qui doit repartir à Marseille. Mais outre, je pense que la superbe qualité de ces films, qui filment à la fois la Provence et aussi une certaine enfance, une certaine insouciance de l'enfance, qui évidemment disparaissent avec l'âge et qu'on a beaucoup de mal à retrouver par la suite. Il y a, je pense, vraiment un succès, enfin une réelle qualité artistique qui font que ces films ont eu beaucoup de succès. Ah oui, c'est sûr que Pagnol a accédé à une émotion universelle, avec justement dans les replis de cette Provence, il a réussi à trouver vraiment l'expérience de l'enfance. Alors ça, en revanche, comme on en parlait tout à l'heure en début d'émission, je crois que c'est une chose qui est particulière à la Provence. Je crois que vivre une enfance en Provence, visiblement, c'est la garantie d'une nostalgie à vie. Non mais voilà, c'est peut-être pas le cas de tous les coins de France, Julien. Alors, je n'ai pas grandi en Provence, mais effectivement, j'ai passé toutes mes vacances là-bas. Et il y a effectivement une atmosphère assez particulière, assez magique, avec ces collines que j'ai longuement parcourues. Et alors après, je pense que l'ambiance est un peu différente quand on y vit toute l'année et qu'on n'est pas là juste pour les vacances. Alors, moi, j'avoue que j'ai quitté la Provence à 7 ans, mais je pense que Marcel Pagnol a réussi justement à allier, en fait, à inscrire le temps dans un espace. Juste une petite phrase de Marcel Pagnol que je trouve sublime à la fin du Château de ma mère. Donc, c'est à peu près au moment où il a acheté le château de la Busine, donc pour faire son cinéma. Enfin, pour faire sa cité du cinéma. Et tout d'un coup, donc il l'a acheté sans avoir visité le château. Il se retrouve au château et il découvre que, en fait, ce château, c'est le château de sa mère, c'est le fameux château de son enfance, où il se retrouvait bloqué, pour ceux qui ont vu le film, sans pouvoir accéder à la maison des vacances. Mon souffle s'arrêta, et sans en savoir la raison, je m'élançai dans une course folle à travers la prairie et le temps. Et je trouve, enfin, l'image tout de suite qui se dégage de la course folle à travers la prairie et le temps, qui est associée à la fois le temps et l'espace, et il a beaucoup de citations. Il a beaucoup de citations comme ça, notamment juste après, concernant sa mère, blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. Et enfin bref, moi c'est des citations qui me touchent beaucoup et qui sont en plus doublées par les images du film qui sont toujours aussi beaux, donc qui ont été tournées au début des années 90. Il y a vraiment une nostalgie qui est à la fois triste, mais en même temps extrêmement, extrêmement tendre. Attends. Donc, je renverrai nos auditeurs aux dernières lignes du château de ma mère. Donc, notamment, il retrace la suite des événements après ces formidables vacances. Donc le petit Paul qui devient très grand, Lily qui meurt en 1917 dans une forêt du Nord sur des plantes dont il ne connaît pas le nom, sa mère qui meurt quelques années plus tard et donc il suit avec son frère Paul main dans la main le fiacre avec le cercueil de sa mère. Et Pagnol arrive très très bien à intégrer les souvenirs du passé dans le présent en y mettant une émotion très forte. Et au-delà de ces pièces de théâtre et de ces films qui sont trop peu méconnus, trop peu connus malheureusement, je le crois aujourd'hui, il y a vraiment le Pagnol littéraire qui vaut le détour.
Lui-même s'est découvert écrivain sur le tas, puisqu'il a écrit ses mémoires à la fin de sa vie, enfin, ce qui est logique pour des mémoires, mais il n'avait pas écrit de roman avant. Et il y a vraiment une finesse d'écriture qui vraiment enfin moi que je trouve admirable et qui sont aujourd'hui comment dirais-je, qui sont méconnus parce que c'est des livres de dictée, donc c'est des livres qu'on étudie quand on est enfant et sur lesquels on ne revient pas plus grand, et je trouve que c'est un peu dommage. Je crois que tout ça, c'est une qualité très provençale. Moi, que je vous le disais, j'y ai très peu été, mais on a toujours le sentiment, quand on est en Provence, d'être contemporain de César. Il y a vraiment le sentiment que le temps, il passe plus lentement qu'ailleurs. Le sentiment d'être, je vous dis, contemporain, comme si, en effet, le temps devenait espace et que finalement, il suspendait son vol, en quelque sorte. Julien? Oui, bah bien sûr. Aller à Glanum, voir les ruines romaines ou à d'autres endroits, il y en a plein en Provence. Et effectivement, là, on a encore, on a les pierres, on s'imagine très bien les bâtiments, on a encore la lumière, les plantes, les odeurs, etc. Et j'y suis allé de nombreuses fois avec ma grand-mère qui nous racontait justement la vie de ces Romains en Provence, dans la Provence qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai on a vraiment l'impression d'y être, quoi, d'être avec eux. Moi, je voulais revenir sur justement le château de ma mère, que j'ai détesté. J'ai détesté le château de ma mère parce que justement, c'est extrêmement bien écrit et qui met extrêmement bien en œuvre. Il montre extrêmement bien au lecteur la nostalgie justement d'une Provence perdue, de l'enfance qui a disparu. Et moi, je vous avouerai que ça me déprime. Donc, lisez-le, c'est excellent, mais j'y reviendrai pas. C'est amusant, ça me fait penser un peu à Tolkien, en fait, ce sentiment d'avoir saisi finalement dans la littérature un monde qui s'évanouit, comme s'il disparaissait finalement dans les brumes. Bah écoutez, moi j'en ai un souvenir d'enfance parce que j'ai lu ça, j'étais petit. En effet, du fait que c'était des livres de dictée justement, et peut-être que c'est une lecture pour la maturité à essayer, chers amis auditeurs. Bientôt la pause musicale, mais d'abord le Hall of Shame. 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 Alors cette semaine, on a un seul tipeur. Je voudrais remercier Frambois qui nous a envoyé 8 €. Il dit « Merci à Monsieur K et l'équipe. Heureux d'avoir à nouveau entendu parler d'Enigma. J'adore vos émissions. Un bon complément à MZ. » Voilà, donc nous remercions Frambois. Je vous rappelle que vous pouvez commenter dans la section commentaires sur le blog de Méridien Zéro aussi bien que sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous partager sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi contribuer donc sur le Tipeee. Vous pouvez en contrepartie de vos dons soit commander des t-shirts, soit passer une soirée, une émission avec les membres de l'équipe et moi-même. Nous ferons également une émission pour répondre aux nombreux commentaires suscités par la dernière émission sur les Social Justice Warriors et surtout par la deuxième moitié sur les trolls. Voilà, le temps a manqué, on n'a pas eu le temps de tout dire. Il y en a qui ont pris ça très au sérieux. Et puis il y en a qui visiblement ne comprennent ni la nuance, ni la distance que l'on peut avoir avec telle ou telle personnalité du web. Il y en a aussi qui ont du mal à comprendre la différence entre le monde virtuel des réseaux sociaux et la vie réelle, la vie militante. Mais enfin, ce sera l'occasion d'une émission de réponse, donc je vous demande de patienter d'ici là. On se retrouve juste après la pause musicale, la bande originale du film La gloire de mon père.
Alors après cette pause musicale, La gloire de mon père, ce film des années 90, vous pouvez trouver ça aisément sur les moteurs de recherche. Je vous encourage à aller regarder ces films parce que ce sont des beaux films, l'adaptation de ces deux volumes des mémoires finalement de Pagnol, qui est un homme, d'après ce que nous dit Adrien et de ce qu'on peut savoir de son œuvre, profondément marqué par la nostalgie de l'enfance. Ça se retrouve aussi un petit peu dans sa vie affective parce qu'il a eu plusieurs femmes, toujours un peu plus jeunes. Il les prenait dans la fleur de l'âge, 17, 18, 19 ans. Donc on sent chez lui quand même une tentative aussi de suspendre le vol du temps qui passe, peut-être en se prenant des partenaires beaucoup plus jeunes que lui. Était-elle provençale, Adrien ? Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Comme il habitait à Paris, je ne crois pas que ses partenaires étaient provençales. Ça serait à vérifier. Mais je ne crois pas qu'en tout cas, c'était. Je pense qu'en priorité, c'était la jeunesse avant la Provence. Alors lui, c'était aussi un Parisien, on peut le dire. Il a fait quelques pièces. Moi, je me souviens quand j'étais encore collégien d'avoir interprété un rôle dans une pièce qui s'intitulait, je crois, L'Auberge espagnole, je crois. Non. Alors c'était pas lui. C'était pas de Pagnol. Non. Alors je me trompe de titre, mais en tout cas, c'était non. C'était sur l'histoire d'un chef qui ne cuisinait plus, d'un cuistot. Cigalon. Voilà, Cigalon, très belle pièce. Alors, j'ai pas beaucoup fréquenté Pagnol au théâtre, j'ai pas fait beaucoup de théâtre non plus, mais le peu que j'en ai fait, je dois dire que c'était vraiment charmant. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui aiment le théâtre, je crois que si vous avez envie, par exemple, si l'envie vous vient de monter une pièce, que ce soit dans votre lycée, dans votre faculté, dans votre groupe de théâtre, peut-être regardez un peu le répertoire de Pagnol. Il y a des choses qui méritent d'être faites parce que d'abord, il y a des sujets sérieux qui sont abordés, mais c'est aussi des comédies, on rit de bon cœur, et c'est un texte qui est très plaisant à dire parce que il avait cette culture classique de son époque, de son milieu culturel, et cette imprégnation finalement je dirais, des lettres françaises qui font de sa langue vraiment une langue merveilleuse, une langue finalement assez classique malgré sa modernité puisqu'on est au début du XXe siècle. Alors on peut peut-être dire un mot du parcours. En effet, de Marcel Pagnol. Son père était instituteur, c'était un hussard nord de la République pur sucre, c'est-à-dire qu'il a fait Il était positiviste, scientiste. Absolument, et puis il est rentré comme instituteur, comme on entre dans les ordres, c'est ce que dira Pagnol. Oui, c'était vraiment la figure de l'instituteur, un peu comme Peggy le décrit, c'est-à-dire ces instituteurs sanglés et vêtus de noir, ces hussards noirs de la République dont vous parliez. C'était vraiment l'archétype de l'instituteur Troisième République, Jules Ferry. Tout à fait. C'était la contre-église de la République. Et donc c'était un enfant prodige, il a appris à lire tout seul à 3 ans. C'était un très bon élève toute sa vie. Il a un donc très grand latiniste, comme on le disait au début. C'est le meilleur traducteur de Virgile. Il a passé 30 ans à traduire Virgile en vers, en français, ce qui est quand même assez costaud. Il sera d'ailleurs académicien à la fin de sa vie. Il entrera à l'Académie française. Donc il côtoiera d'ailleurs Maurras. Non, pardon, il ne côtoiera pas Maurras puisque Maurras aurait été exclu de l'Académie française, donc il entrera après la sortie de Maurras. Mais il a une vraie culture classique qui imprègne toute son œuvre, et je pense que c'est vraiment ça aussi, ce à quoi on reconnaît un vrai auteur. C'est que justement, sans avoir à ressortir toute la culture classique, il a un ensemble d'œuvres qui irriguent son œuvre et qui du coup font écho à toute une culture nationale. À l'époque où il y avait encore une culture nationale, parce qu'évidemment maintenant c'est plus compliqué, donc je pense pour beaucoup on passe à côté du cœur de l'œuvre, mais malgré tout il y a vraiment une imprégnation de toute la culture classique dans son œuvre qui, quand on cherche un peu, est facilement décelable. Oui, on peut dire ça d'ailleurs de l'ensemble de ce qu'a produit la Provence comme grands auteurs pour le XXe siècle. Je pense là à un autre nom, l'auteur du Hussard sur le toit, Julien. Oui, Jean Giono, bien sûr, qui est aussi un des chantres de la Provence, contemporain de Pagnol, qui dépeint, lui, une autre Provence qui est sur les plateaux, sur les préalpes, qui est un terrain beaucoup plus aride. Alors, j'ai pas retrouvé chez Giono la nostalgie que j'ai pu trouver chez Pagnol, mais plutôt, voilà, le tableau de cette nature aride, de ce pays beau mais difficile, et aussi cette intemporalité dont vous parliez, Monsieur K. Je crois qu'il y en a d'autres. On peut peut-être parler aussi des Daudet. Alors, il y a Daudet père, bien sûr, l'auteur des Lettres de Montmoulin,
Puis il y aura... Et puis il y a Léon, bien sûr, Léon Daudet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille Daudet, enfin, de l'un et de l'autre? Alors juste très rapidement sur le lien entre Pagnol et Daudet, Pagnol mettra en film quelques œuvres d'Alphonse Daudet. Je crois que les Lettres de mon moulin et puis notamment les 3 messes basses qui sont issues, je crois, d'une nouvelle d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, ben donc qui lui-même d'ailleurs était aussi parisien. On va dire c'est une Provence plus santonesque, je dirais, avec des archétypes provençaux, notamment le meunier, donc des lettres de Montmoulin, ou ce genre de personnage. Alors j'avoue que je l'ai moins lu, parce que pareil, c'est un auteur qu'on lit beaucoup à l'école et qu'on a un peu tendance à oublier après avoir quitté les bancs de l'école, mais il est tout aussi charmant et pour le coup en termes de nostalgie, là c'est une Provence qui a vraiment complètement disparu aujourd'hui, je crois. Mais je trouve, justement, pour rester sur la nostalgie, qu'il y a moins de nostalgie chez Alphonse Daudet, en fait. Parce que dans les Lettres de Montmoulin, en tout cas, ce sont des contes et légendes de Provence, en quelque sorte. Donc ce sont des petites histoires qui sont hors du temps, d'une certaine manière. Alors que Pagnol, lui, justement, s'inscrit dans le temps, et dans le temps qui a disparu. Oui, alors, c'est probablement, on est un peu au bord de la caricature, presque, chez Daudet, très certainement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est... alors, il y a un peu de grotesque chez Daudet, qui est cette veine très latine, finalement, du grotesque, presque de la commedia dell'arte, mais aux couleurs de la Provence, hein, avec des personnages très typés, à gros traits, presque folkloriques, bon, des archétypes, en effet, de professions écrasées de misère, comme les meuniers, etc. Mais je crois qu'il y a un autre aspect intéressant dans dans l'œuvre de Daudet, c'est l'imprégnation du catholicisme. On sent une espèce comme une éponge qui serait gorgée d'eau de cette culture catholique qui a quand même profondément marqué la Provence. Je rappelle que politiquement la Provence, ou même spirituellement la Provence, c'est aussi la Provence blanche, hein, c'est la Marseille contre-révolutionnaire, c'est le Toulon fédéraliste, c'est cette terre qui va finalement rejeter le parisianisme. Alors, on a affaire à des Parisiens, c'est vrai, mais ce sont un peu des Parisiens orphelins de leur mère patrie, qui est la Provence. Et il y a cette tension très balsacienne, province-Paris, bien sûr, mais il y a aussi, d'une certaine façon, dans le rejet de Paris, alors c'est pas tellement le Paris parisien, le Paris d'Île-de-France, c'est le Paris jacobin, c'est le Paris des idées, c'est le Paris des becs de gaz, de l'électricité, du train, c'est le Paris du déracinement, c'est le Paris des fils de Provence, justement, qui sont arrachés pour réussir. Vous racontiez tout à l'heure, Adrien, que pour monter sa première pièce, Topaz, non, Marius, pardon, pour monter Marius, en tout cas, à Paris, pour monter Marius, il a fallu qu'il vienne à Paris. Et ça, je crois que c'est pour lui un arrachement. Et on sent ça, je dirais, sur l'ensemble de ce collège d'auteurs provençaux, une réserve, pour le moins, à l'égard de ce Paris sans racines du début du siècle. Alors juste rapidement, Marius, il était déjà connu pour sa pièce Topaz, donc il était déjà à Paris. Mais par contre, c'est une pièce qu'il n'a pas voulu publier à Paris, parce qu'il s'est dit que justement le snobisme parisien refuserait cette pièce, c'est pour ça qu'il a voulu le monter à Marseille. Mais vous avez tout à fait raison, je dirais un des mots qui pourrait définir les personnages de Pagnol, c'est cette tendresse et cette charité chrétienne qu'il a, c'est cette Provence des Saintes Maries de la Mer. La Provence a été une des premières contrées en France à avoir été convertie, puisque donc la légende voudrait que les Saintes Maries de la Mer, donc la tradition de l'Église. La tradition de l'Église voudrait que Marie-Madeleine et la Vierge Marie soient venues s'échouer en Provence après avoir quitté la Palestine, après avoir quitté Jérusalem, et donc soient venues s'échouer en Camargue. Et donc de là, évidemment, ont essaimé donc la culture chrétienne en Provence. Pour la Vierge Marie, c'est probablement pas vrai, parce que on sait qu'elle a connu sa dormition probablement dans le Cham, ce qu'on appelle le Cham au Orient, c'est-à-dire dans le pays de Syrie, Palestine. En revanche, il est très certain, je veux dire, il y a les traces archéologiques. Je connais un prêtre orthodoxe qui a beaucoup travaillé justement sur les premières occurrences du christianisme en France et qui a trouvé, je dirais, des preuves archéologiques, historiques, de la présence de Marie-Madeleine en Provence et en France plus largement, puisque on sait que maintenant ces reliques reposent, je crois, à Paray-le-Monial.
Julien? Oui, bah, évidemment, les saintes femmes sont arrivées sur une barque, sans rame ni gouvernail, pour venir s'échouer jusqu'en Camargue, cette terre bénie des dieux, justement aux Saintes-Maries de la Mer, là où il y a maintenant cette ville et ce grand centre de pèlerinage, puis pour finir leur vie finalement reclus à la Sainte-Baume, un peu plus dans les terres, dans une vallée encaissée, assez froide, parce que justement cette grotte est du côté nord. Euh, Oui, dans une sorte de désert, comme il y avait un désert au Sinaï, qui a donné lieu à toute la tradition de la philokalie des premiers siècles de l'Église. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui, je discutais avec Julien Angela, notre camarade toulonnais, il y a tout un folklore de chansons, de contes, comme on peut trouver d'ailleurs dans d'autres provinces de France, comme en Bretagne par exemple, qui veulent que le Christ soit provençal, quoi. Hein, bien sûr. Alors je me souviens plus du titre, mais vous pourrez retrouver ça facilement de cette chanson que me faisait. Provençal ou catholique, provençal et catholique. Bah, d'ailleurs, la Provence, c'est la Provence des crèches. Hein. Aujourd'hui, quand on voit une crèche, les personnages sont complètement provençaux. Le Christ est provençal. Joseph et Marie sont provençaux. Et il y a toute cette pastorale de la crèche qui, en effet, font que le Christ ne peut qu'être provençal. Oui, non, c'est intéressant parce que ce phénomène finalement très local va aujourd'hui, on le sait, déclencher diverses polémiques sur la présence ou non dans les lieux publics. Alors, c'est pas une querelle très intéressante. Elle ne fait que témoigner de la pauvreté de notre temps. Mais enfin, voilà, je voulais quand même parler de cette imprégnation du christianisme dans ses œuvres littéraires parce que c'est une chose qui a presque disparu dans la production littéraire. Julien. Oui, et je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit que je n'avais pas eu de contact avec le provençal vivant, mais j'avais un peu oublié parce que c'était dans un contexte non pas profane, mais là où on le retrouve, où reste encore des traces extrêmement vivantes du provençal, c'est bien sûr dans les églises, avec ces chants, Provençal et Catuli, la Coupe au Santo, que j'ai entendu en particulier dans des messes en provençal pour les fêtes votives. Oui, le Coupo Santo qui est l'hymne, on peut dire du fait libre, du mouvement Félibrige, et qui est ce chant qui normalement ne se chante que debout, qui n'est pas une chanson à boire, c'est vraiment un hymne de l'ensemble des pays d'oc français, même ça va jusqu'en Catalogne. J'ai moi-même été une fois à la frontière, à la rencontre de la Provence à proprement parler et de la Camargue, et je me souviens d'avoir assisté à une célébration dans une arène avec toute la population debout, chantant le Coupo Santo. Ça n'était pas du folklore. C'est-à-dire, c'était quelque chose de vivant dans la culture populaire. Ça, c'était vraiment profondément émouvant de voir qu'il y avait encore en France la possibilité finalement de vivre, même si c'est par des épisodes très fugaces, cette transmission, cette filiation avec la Provence de toujours. Donc le Coupo Santo, qui est en réalité une chanson qui a été écrite par Mistral, donc qui est en fait assez récente, on va dire, dans l'histoire provençale, mais qui est en effet devenue une icône de la Provence, en tout cas de la Provence enracinée et consciente. Mais pour revenir un petit peu sur la spiritualité de Pagnol, Pagnol, ne serait-ce que parce qu'il a eu quelques épouses, était pas directement dans l'Église catholique. A priori, il semblerait que sa mère l'ait fait baptiser en secret de son père quand il était enfant. Oui, en secret, parce que comme on le disait, son père était totalement positiviste, profondément engagé dans la guerre, dans la Kulturkampf contre l'Église catholique sur la question de l'enseignement. Alors, d'ailleurs, Pagnol est un personnage vraiment, est un métis mental entre cette mère finalement assez classique, assez traditionnelle, qui a grandi dans la foi catholique de sa Provence natale, et de ce père qui est sous l'influence des auteurs les plus à la mode, les plus récents. On pense évidemment au positivisme d'Auguste Comte. On pense à Renan, avec toute cette querelle qu'il y a pu avoir. Oui, on n'imagine pas ce que c'était à l'époque, que cette querelle entre les lecteurs de Renan, les positivistes, on va dire, même de droite, et les milieux catholiques. Voilà, donc imprégnation de ces auteurs par ce fait profondément marquant de la Provence qui est sa religiosité. Peut-être on peut aborder maintenant, messieurs, les grands thèmes de Pagnol. Alors, on peut commencer peut-être par là. Quelles sont les opinions politiques de Marcel Pagnol ? Est-ce qu'on en sait quelque chose ? Alors, Pagnol n'a pas réellement fait de politique. Donc, Pagnol n'a pas réellement fait de politique. On lui connaît pas d'opinion politique particulière. Au moment de la guerre, il s'est plutôt bien comporté puisqu'il a refusé de tourner pour les Allemands. Il a même vendu
sa cité du cinéma au moment où les Allemands envahissent la zone sud, donc position plutôt tout à fait honorable pour un Français. En 1945, il fera partie du comité d'épuration. Et en fait, assez rapidement, il fera un questionnaire complètement bidon, c'est-à-dire avec plein de questions complètement saugrenues sur avez-vous dénoncé un juif, avez-vous tué un juif, avez-vous caché des juifs, etc., etc. Donc il va troller un petit peu en fait, les comités d'épuration des lettres, de la République des lettres. Absolument, il va un peu troller le comité d'épuration, et en fait, ce questionnaire amènera à la conclusion en disant, bon, en gros, qui d'entre vous a caché un juif, qui d'entre vous a fait de la résistance? Personne. Bon, donc on fusille personne, vous n'êtes pas digne de juger ces gens-là, donc voilà, donc il sera tout à fait correct jusqu'au bout. Alors j'ai trouvé quelques écrits, c'est vraiment anecdotique, hein, je pense pas qu'on puisse prétendre que ce soit le fond, mais une petite réflexion sur la démocratie. La démocratie repose sur le suffrage universel, c'est-à-dire sur l'idée la plus folle et la plus évidemment absurde. On donne à l'idiot du village le droit de vote, c'est-à-dire on lui demande son avis sur le libre-échange, la coexistence, la liberté de la presse, le divorce, la nécessité de la guerre, la possibilité de la paix, etc. Le pauvre idiot, incapable de former une pensée, donne son avis, sans s'en douter, sur la liberté de penser. Combien a-t-il d'idiots en France? Certainement pas plus qu'ailleurs. Cependant, nous avons aussi l'alcoolique, qui terrorise le village, et que son fils finit par étrangler pour sauver la vie de sa mère. C'est là le cas extrême. Mais combien avons-nous d'électeurs qui sont ivres-morts 2 ou 3 jours par semaine? Les statistiques de la Ligue anti-alcoolique nous le disent. Nous avons les clochards, ennemis résolus de la société, les religieux et les religieuses cloîtrés, qui ayant renoncé au monde et n'en sachant absolument rien, viennent donner leur avis. Nous avons les vieillards, souvent gâteux, qui sortent en rang des asiles. Comme ils n'ont pas réussi leur vie, on leur demande leur précieux avis sur notre politique étrangère, sur le choix du président de la République. C'est très amusant. On sent quand même une petite imprégnation, même si, comme vous le disiez, c'est probablement pas l'essentiel. Probablement, il doit avoir des opinions assez modérées et vaguement conservatrices. On l'imagine aisément. Encore qu'il soit très progressiste en matière de mœurs, on l'a dit tout à l'heure. Mais enfin, on sent une imprégnation quand même un petit peu de cette école d'action française, finalement assez réservée sur la question de l'institution démocratique, pour faire simple. Voilà. Je pense tout simplement que c'est le bon sens provençal et le bon sens populaire qui, de fait, sont aussi liés à l'école d'action française, puisque c'est le même arbre. Mais tout simplement qu'ils lui font dire que la loi du nombre n'est pas la meilleure du genre, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut pas être sorti de Sciences Po ni de l'X pour savoir que c'est vraiment un système absurde que de faire voter à égalité les héros et les lâches, les saints et les criminels, les mères de famille et les avorteuses. Voilà. Bon, ça ne fait pas de lui un éminent représentant de la contre-révolution, mais enfin bon, on sent un honnête père de famille qui finalement partageait cette réserve qui est bien de sa génération. Pagnol est intéressant aussi dans le sens où il témoigne de cette génération, on le disait tout à l'heure, née de la rencontre du positivisme de l'école de Jules Ferry d'une part et de ces familles finalement assez un peu bourgeoises, catholiques de Provence. Il est la synthèse de son époque. C'est assez intéressant à cet égard-là. Il témoigne bien de son temps. Il sera aussi assez subversif dans un certain sens dans quelques-unes de ses pièces, notamment celle du début, alors où il cherchait aussi beaucoup de la publicité, donc il cherchait aussi le scandale, mais je pense notamment à 2 de ses premières œuvres. La première qui a fait c'est pas la première, mais une qui a fait un four, et qui s'appelait Les Marchands de Gloire, qui était sur, donc en gros le synopsis rapidement, c'est un héros de la guerre de 14, donc un soldat de la guerre de 14 qui meurt, fils unique, son père au départ refuse tous les honneurs, et puis petit à petit accepte, pas pour lui évidemment, mais pour la mémoire de son fils, d'abord une médaille, puis un poste en ministère, etc., jusqu'au jour où son fils revient et réapparaît. Et donc la fin de la pièce, donc en fait le père chasse son fils en disant écoute, il faut que tu partes parce que vraiment c'est pas possible. Donc c'est une pièce donc il dénonce évidemment tous les profiteurs de guerre. Et puis une deuxième pièce donc qui elle par contre aura fait son succès, qui est Topaz, donc où c'est donc un pion dans un lycée
donc pétri de toute justement vraiment de cette culture Troisième République, la morale, le bon sens, la vertu, etc. Qui finalement tombe dans l'escroquerie, dans les milieux d'affaires, dans les milieux avec un conseiller municipal véreux, et donc qui finalement, avec l'alliance de son savoir universitaire et de la filouterie de ces milieux-là, va être bien meilleur que tous les autres. Et donc il a un regard quand même assez ouvert sur les travers de l'époque. On est quelques années après le scandale de Panama, L'affaire Stavisky évidemment, le scandale des décorations, enfin bref. Donc malgré tout, il est vraiment dans son époque et il est assez réaliste sur les travers de son époque et il n'hésite pas à le tourner en dérision et à dénoncer un peu les profiteurs divers et variés. Alors on peut peut-être passer à d'autres thématiques qui lui sont chères. Parlons un peu, par exemple, on a parlé de l'enfance, parlons des femmes. Alors les femmes, ce fut donc un grand amant. Il aimait beaucoup les femmes, il en a eu plusieurs, en effet, comme vous le disiez, fort justement assez jeune. Donc les deux plus connus sont évidemment Oran Domasis, qui sera l'héroïne, la célèbre Fanny. Et en fait, d'ailleurs, je crois qu'on ne verra cette actrice que dans les pièces de Pagnol, puisqu'il faut reconnaître qu'elle était fort laide, et que assez peu d'auteurs, à part lui, ont bien voulu la mettre devant les caméras. Et sa dernière épouse, qui était ravissante, Jacqueline Pagnol, qui tournera dans Manon des Sources, et qui est décédée d'ailleurs récemment, et qui sera celle qui perpétuera après sa mort la mémoire de Marcel Pagnol. La famille. Alors la famille, j'ai lu à plusieurs endroits il avait un sens de la famille assez développé, puisque je crois qu'il fera plusieurs enfants à toutes les femmes qu'il aura aimées, et qu'il les reconnaîtra et qu'il les aimera tous tout autant. Et c'est quelque chose qui transparaît dans ses pièces, alors toujours avec beaucoup de pudeur. Notamment, je pense dans Marius, où une discussion entre son père et son fils, donc la discussion entre Marius et César. Donc c'est le moment où Marius sait qu'il va partir en bateau, donc il va abandonner son père et sa fiancée. Donc Marius parle à son père. Papa, je t'aime bien, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Moi aussi, pourquoi me dis-tu ça? Je ne sais pas, je vois que tu t'occupes de moi, que tu te fais du souci à cause de moi. Alors ça me fait penser que je t'aime bien. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, fils. Oui, c'est très pudique, mais les mots sont là. Je me souviens aussi d'autres pièces où Pagnol, en fait, est toujours dans le doux amer. On est toujours un peu distant des personnages. Ils sont toujours un peu ridicules, toujours un peu embarrassés. Je pense évidemment à la scène très célèbre de l'adaptation de Marius, la scène aussi des cartes. Où il y a tout un échange un peu codé entre ce que se disent les personnages, le fait qu'ils n'ont pas le droit de parler normalement parce qu'ils sont en train de jouer à la belote, ils n'ont pas le droit de parler de leur jeu évidemment, et qu'ils essayent de balancer évidemment des infos. Il y a toujours un jeu en fait sur deux échiquiers chez Pagnol. On est toujours un peu distant des personnages et ils sont toujours un peu ridicules, toujours un peu tendres. C'est une lecture qui elle aussi traite son époque. Ça me fait penser à très différemment. On a parlé de Giono, on pourrait parler du paganisme de Giono et de Pagnol, de la présence de la nature dans leurs œuvres, en particulier dans je pense là évidemment, Le Château de ma mère et La gloire de mon père, qu'on retrouve d'ailleurs assez fidèlement reproduit à l'écran dans les adaptations de ces deux œuvres dans les années 90. On retrouve aussi ce goût doux amer, finalement, dans un peu l'ensemble de cette littérature qu'on a pu brosser ce soir. Et c'est peut-être là un des traits spécifiques de ces Provençaux. Est-ce que vous êtes comme ça entre vous? J'ai l'impression qu'en effet vous êtes toujours un peu toujours à moitié dans la vanne, un peu vacharde mais un peu tendre aussi. On sent que ça fait partie des échanges finalement un peu typiques de votre pays. Alors je sais pas si c'est typiquement provençal, je sais que moi dans ce rapport un peu particulier au père, je m'y reconnais très bien. Très taiseux, finalement très pudique. Très pudique, c'est ça. Les choses ne se disent pas, et puis si jamais un jour on a le malheur enfin pas le malheur, mais que tout d'un coup on finit par se lâcher et par dire, mais disons les choses simplement. Pourquoi dire? On le sait, ça sert à rien de dire.
Sur l'amour, il y a un passage aussi que j'aime beaucoup dans Fanny, donc au retour de Marius. Marius, après 5 années, revient. Donc Césario, le fils de Fanny, donc Fanny a épousé Panis pour cacher le déshonneur, donc puisqu'elle est enceinte de Marius. Elle a eu un petit Césario et Marius revient et veut partir avec Fanny. Donc il y a un échange donc chez Panis, entre Panis, César, Marius et Fanny. Donc Marius parle. Quand on est père, c'est pour la vie, non? Et donc le père de Marius répond non. Cet enfant, quand il est venu au monde, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Et ces 5 kilos de plus, tu sais ce que c'est? C'est de l'amour. Et pourtant, c'est léger l'amour. Il en faut beaucoup pour faire 5 kilos. Moi, j'ai donné ma part. Elle aussi, il montre Fanny. Mais celui qui a donné le plus, c'est lui, Panis. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? La vie. La vie, oui. Les chiens aussi donnent la vie. Non, Marius, cet enfant, tu ne l'as pas voulu. Ce que tu as voulu, c'est ton plaisir. La vie, tu la lui as pas donnée. Il te l'a prise, et ce n'est pas pareil. Voilà, c'est toute la différence entre l'amour, l'amour donné et l'amour tout au long de sa vie qu'on donne. Et c'est voilà que l'amour est léger, et ça pèse pas lourd. Et c'est une image assez touchante. Encore une fois, je trouve que Pagnol a une écriture très imagée. On imagine bien la balance avec les petits flocons d'amour qui tombent. Alors moi, je retrouve là aussi une conception très romaine de la famille. C'est-à-dire que la famille, c'est celle qu'on construit, c'est celle avec qui on passe du temps. Finalement, la notion d'adoption dans le droit romain, on la retrouve profondément. Enfin, dans un simple dialogue, on retrouve finalement toute cette profondeur de cette culture provençale dont on parlait en début d'émission. Je dirais troussée en 3 lignes par Pagnol. C'est vraiment, ça frise le génie. Hein. Alors c'est vrai, même si moi l'image de la famille romaine me fait pas vraiment rêver. Enfin le pater familias. Non, mais je parle pas de la figure du pater familias. Je parle de la conception. Voilà, c'est pas le sang là on sent qu'on n'est pas en Germanie. C'est pas la transmission du sang qui compte. C'est la vie vécue ensemble. C'est très vrai, c'est très très vrai. Et il y a, alors j'ai pas d'extrait ici, mais notamment dans La fille du puisatier, où il y a aussi des mots, alors pour le coup aussi très romain sur le fait le drame d'avoir une fille, notamment dans La fille du puisatier. Le puisatier raconte, il dit voilà, elle est née et puis j'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait pas de quéquette et c'était un drame pour moi. Et après ma femme m'en a fait 6 filles. Et c'était une catastrophe. J'avais raté ma vie. Et là, on sent tout le poids des traditions méditerranéennes jusqu'au début du siècle, finalement, et peut-être même encore. Cela pèse-t-il encore aujourd'hui? On en a déjà parlé à ce micro. On avait parlé longuement de l'anthropologie politique que fait Emmanuel Todd en compagnie de son complice Hervé Lebras, et qui dénote justement des territoires où les schémas familiaux sont très différents. Et d'ailleurs, il met à part dans la France centrale, dans ce qu'il appelle la France centrale, à la fois ce qu'il appelle le Grand Bassin parisien et la côte provençale. C'est très intéressant de voir que Marseille, même s'il y a eu une Marseille et une Provence, on l'a dit tout à l'heure, blanche, une Marseille catholique, une Provence catholique, il y a eu aussi une Marseille finalement gagnée aux idées nouvelles, dont témoigne très, très pertinemment, bien sûr, le père de Marcel Pagnol, cet instituteur dont on a longuement parlé. Alors, est-ce qu'il y a un autre thème, Julien ou Adrien, dont vous voudriez nous entretenir de Pagnol avant de rendre l'antenne, messieurs, parce qu'il nous reste très peu de temps avant de nous quitter? Alors moi, pour finir, un peu pour revenir sur la religiosité et sur la mort, parce que Pagnol a un rapport aussi assez, on va dire, assez personnel avec la mort, puisqu'il a perdu sa mère très jeune et ça lui a beaucoup pesé. Pareil, donc extrait issu de César. Donc Panis est sur son lit de mort, donc tout le monde attend en bas. Et donc César parle. Le pauvre Honoré est tout bien préparé, bien au goût du bon Dieu d'Elzéar. Le Elzéar, évidemment, étant le prêtre qui vient lui donner l'extrême onction. Et si, en arrivant au coin d'un nuage, il se trouve en face d'un bon Dieu à qui on ne l'a jamais présenté? Un bon Dieu noir, ou jaune, ou rouge, ou un de ces bons dieux habillés en guignol, comme on en voit chez l'antiquaire, ou celui qui a le gros ventre, ou bien celui qui a autant de bras qu'un esquinade. Le pauvre Panis, qu'est-ce qu'il va lui dire? En quelle langue? Avec quel geste? Tu te vois, toi, déjà fatigué par ta mort et tout vertigineux de ton voyage, en train de t'expliquer avec un Dieu qui ne te comprend pas? Et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et il te le dit en chinois?
Situation terrible, là tu me donnes le grand frisson. Taisez-vous, grand mécréant. Et la Sainte Bible alors? C'est des mensonges? Et les évangiles? Vous n'avez pas honte de dire des choses pareilles devant l'enfant de cœur? Si vous alliez un peu plus souvent à l'église au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu, c'est le nôtre. Oui, évidemment, le bon, c'est le nôtre. Mais alors, sur toute la terre, il y a beaucoup de gens qui sont couillonnés. Ça me fait de la peine pour eux, n'est-ce pas, monsieur Brun? C'est amusant. C'est ce très très provençal de tout voir à la lumière en fait au pas de sa porte. Je crois que c'est un trait en fait très humain, mais dont vous n'êtes absolument pas dispensé. C'est le moins qu'on puisse dire. Julien, vous vouliez nous parler d'un autre aspect du travail de Pagnol. Il a écrit une œuvre un peu hors norme, un peu particulière, qui me fait un peu frémir dans le titre, mais je vous laisse le présenter à nos auditeurs. Le titre est tout simple et tient en un mot, Judas, en un nom plutôt. Donc dans une écriture assez moderne et assez facile à lire, je dois dire. Pagnol parle justement de Judas, la figure de Judas. Figure du traître. La figure du traître, mais il nous en montre une image assez humaine, qui correspond évidemment pas exactement à celui des évangiles, et assez intéressante. Alors, je voudrais faire une toute petite citation. Alors il s'agit d'une pièce ou il s'agit d'un essai? Il s'agit d'une pièce de théâtre. Donc, je voudrais faire une toute petite citation, justement dans la scène où Judas discute avec un étranger. On est au cœur de la scène où Judas décide de trahir. Donc en fait, ça se passe après la scène, ou en tout cas pendant la scène, mais après que Judas ait quitté la table, après justement cet échange avec le Christ, où il dit « un de vous va me trahir », et c'est l'étranger en fait qui lui dit de le faire. Et voici donc l'explication de Pagnol. « Mais livré à des hommes, le Fils du Tout-Puissant, qui le désire et l'ordonne, c'est obéir et servir le Maître qui t'a choisi. S'il est celui que tu me dis, ton devoir est de le livrer. » Donc en fait, on voit que l'explication de Pagnol, c'est que Judas est un traître. Oui, parce que c'est son rôle et parce que c'est le rôle qui était donné à Judas par les Écritures, justement comme instrument du salut. Et c'est assez marrant, peut-être que là on retrouve plus la position de Pagnol, c'est toujours l'étranger qui parle. Moi, à ta place, j'hésiterais. Je ne suis pas très sûr de sa divinité. Donc là, effectivement, la question qui se pose, c'est celle de la foi, en fait. De la foi de Pagnol et qui déciderait de la trahison. Donc en fait, la trahison, selon Pagnol, serait justement une marque de foi et un signe d'obéissance au Christ. Oui, je connais cette thèse. C'est une thèse très ancienne on va dire dans l'ensemble de la sphère chrétienne. Moi, c'est des sujets que j'aborde avec beaucoup de réserve. Je comprends ce qu'il a voulu faire. C'est un sujet que je trouve très délicat et très difficile. Donc, honneur lui soit rendu d'avoir tenté une telle ascension. C'est un sujet malheureusement qui touche à des questions théologiques et qui, voilà, gardons-le dans sa sphère strictement littéraire. Ça ne doit avoir évidemment aucune incidence sur ce que nous confessons, voilà. Mais oui, enfin, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est qu'il ait fait le choix de prendre un défi littéraire comme celui-là, finalement de traiter toujours avec ce ton doux, amer, tendre, croquant, qui lui est si caractéristique et qui me fait penser, dans un autre genre très différent, à ce qu'a pu écrire Colette aussi à une époque assez voisine. Il y a une espèce de familiarité et de distance un peu cruelle et toujours attendrie sur ces personnages. Adrien. Juste pour préciser, donc Judas, en fait, c'est une pièce qui d'ailleurs fit un four au début des années 50. Et en fait, c'était la réflexion de Pagnol sur la prédestination. Et notamment, il y a une scène un peu plus loin, justement, sur la question des 30 deniers. En fait, la thèse de Pagnol, c'est de dire 30 deniers, on ne s'achetait rien avec 30 deniers. Donc, comment Judas, qui tenait la bourse et qui, à la limite, s'il avait besoin d'argent, aurait pu se tirer avec la caisse, a trahi juste pour 30 deniers. Et les grands prêtres au début... Ce qu'il faisait d'ailleurs, on le sait par l'écriture, qu'il tapait dans la caisse. Alors il n'y en a qu'un seul qui le dit, justement. Pagnol a une position, mais en fait justement Judas face au grand prêtre, quand ils vont lui dire très bien, on va te donner 500 pièces d'or, il dit non, donnez-moi 30 deniers. Il dit mais 30 deniers c'est rien, tu veux trahir ton ami pour 30 deniers? Il dit oui, il faut que les écritures soient accomplies, donnez-moi 30 deniers. Et du coup, les prêtres se font les poches. Ils disent, moi j'en ai 3, moi j'en ai 2, tac, ils arrivent ils sont à 29 deniers, il manque un denier. Et Judas dit, c'est le denier le plus important. C'est si vous n'avez pas les 30 deniers, alors ne faites rien. Mais c'est encore une fois, Pagnol je trouve très fort parce que justement, il arrive à humaniser tous ces personnages. Enfin, c'est une pièce que j'ai découvert récemment et que je trouve très intéressante et que j'invite nos auditeurs à lire parce que je crois pas qu'elle ait été jouée depuis.
Et justement, malgré tout cet anticléricalisme de la Troisième République qui avait été donné à Marcel Pagnol, on voit malgré tout une grande culture du christianisme et des Écritures, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, là on n'en parle évidemment pas autour de ce micro d'un point de vue religieux, vous auriez bien compris, on en parle comme d'un fait de culture. Et bon, écoutez, moi je n'ai pas lu cette pièce, elle a piqué ma curiosité, donc je vais garder le volume, et puis on en rediscutera autour d'une bière. Messieurs, merci pour cette promenade en Provence, en compagnie de Marcel Pagnol, de Maurras, de Moréas, de Mistral, de Mireille, de tous ces personnages, également de Giono, et puis d'Hésiode et de tous les autres. Un mot de conclusion, messieurs, et puis on va rendre l'antenne. Comme disait Pagnol, l'honneur c'est comme une allumette, ça ne sert qu'une fois. Julien ? Encore une fois, lisez, si vous voulez connaître, vous intéresser, si vous voulez voyager, voir d'autres paysages, d'autres types humains, lisez Pagnol. Voilà, lisez Pagnol, lisez nos Provençaux, lisez le maître de Martigues, le vieux Charles Maurras, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, Tu dois combattre.